On est interchangeable et il faut être consommé et après on est jeté en fait, enfin on n'est pas humain. Ces personnes-là, qui ne subissent pas le racisme, ne reconnaîtront donc jamais que du coup notre parole compte. Je m'appelle Laetitia, j'ai 39 ans, je suis d'origine franco-ivoirienne et guadeloupéenne. Moi c'est Charlie, j'ai 39 ans, mes parents sont d'origine vietnamienne. Moi c'est Mélanie, j'ai 33 ans, je suis d'origine martiniquaise. Je suis métisse américaine et soudanaise centrafricaine. Moi c'est Mai Chang Nguyen, j'ai 24 ans, je suis vietnamienne. Je m'appelle Alison, je suis d'origine martiniquaise, malienne et sénégalaise. Je suis Min, je suis d'origine vietnamienne. Je suis arrivée en France il y a 3 ans et je viens de La Réunion. Quand j'avais 16 ans, il a fallu que je fasse un stage. Un mec qui travaillait, qui devait avoir, je pense, la quarantaine, quoi, m'a vraiment dit ouvertement, genre, ah ouais, ton pantalon, il te fait un bon cul, ou un truc comme ça. Et du coup, enfin, voilà, t'as 16 ans, et du coup, t'es là, genre, ok, moi, j'avais pas un regard comme ça sur mon corps, et puis je pense que j'étais de toute façon hyper mal à l'aise. En fait, il n'y avait pas d'intimité entre cette personne et moi. Je suis sur un lieu de travail, j'ai pas envie d'entendre un commentaire comme ça vis-à-vis de mon corps. Au niveau de l'expérience de la fétichisation, j'ai pas une grande expérience, enfin dans le sens j'ai pas une expérience qui a cristallisé ça. C'est plutôt plusieurs réflexions, plusieurs micro-agressions qui ont fait que ça m'a amené à me poser des questions. Ça va être des phrases comme t'es pas moche pour une asiatique, je me suis jamais fait d'asiatique, il y a un début à tout. Et ça va être aussi mon péché mignon, ce sont les asiatiques. Je m'étais acheté un haut sur internet qui ressemblait un petit peu à un haoyai, mais modernisé. Et j'étais super contente d'avoir acheté ce haut, je trouvais qu'il était trop beau. On habitait ensemble à ce moment-là. Et il rentre et le premier truc qu'il me fait c'est « Ah mais t'es trop belle, t'es trop bonne, j'ai trop envie de te baiser comme ça, ma petite asiatique ». Et j'avoue que sur le coup, j'ai eu un mouvement de recul, ça a vraiment contrasté avec le fait que toute la journée je me suis sentie trop bien avec ce haut qui me rappelait mes origines, quoi. Ça me dégoûtait, je voulais plus remettre ce haut, plus jamais. Le soir même, du coup, il avait vraiment bien insisté pour qu'on ait des relations sexuelles ensemble. J'y suis allée à contre-cœur un peu, mais j'avais pas du tout envie. En plus, il voulait absolument que je garde le haut pendant, donc c'était juste terrible. Et j'ai plus jamais remis ce haut. Je l'ai donné après, je m'en suis débarrassée. Je ne trouve pas d'asiatique à me mettre sous la dent. Tu vas prendre cher pour pallier à ce problème. Donc en fait c'est vraiment ce truc de on est interchangeable et il faut être consommé et après on est jeté en fait. Enfin on n'est pas humain. Et l'autre phrase que j'avais eue qui était j'aime trop vos physiques, du coup physique asiatique, de femmes asiatiques. J'ai l'impression que je peux vous casser à tout moment. Qui finalement renvoie à cet imaginaire très colonial de la femme asiatique, fragile, qu'il faut protéger, qui est docile quelque part parce qu'elle se laisserait casser. En fait, j'avais matché avec un mec blanc et direct d'emblée, au moment d'initier la conversation, il m'a même pas dit bonjour, mais il m'a dit direct j'adore ta chevelure de lionne. Et c'était la première fois qu'on me disait ça. Et direct, je lui ai dit, déjà, une lionne n'a pas de... Enfin, il m'a même pas dit j'adore ta chevelure de lionne, il m'a dit j'adore ta crinière de lionne. Voilà, c'est ça le terme. Et je lui ai dit, déjà, les lionnes n'ont pas de crinière, c'est les lions. Et de deux, je lui ai dit, c'est hyper insultant de comparer une femme et qui plus est une femme noire à un animal. Et là, le mec, en fait, direct a vrillé. Je crois que c'était genre comme un trigger, il a vrillé, il m'a traité de tous les noms. Il m'a dit mais t'es une folle, t'es une grande tarée, mais ça va pas, parce que j'ai osé lui parler de racisme en fait, et que c'était purement raciste de me qualifier, déjà de qualifier ma chevelure de crinière, et en plus de me comparer à un animal sauvage en plus, voilà, toute l'imagerie était là. Un truc qui revient assez souvent en fait quand je rencontre des hommes en tout cas, on me dit j'aime pas les gens comme moi, je préfère les gens comme toi. Et comme moi je sais pas ça dire quoi en tout cas. Je pense que c'est la charge raciale qui a fait ça, j'ai intériorisé en fait ce racisme-là et j'étais en état d'alerte constante. Notamment, dès que la personne me disait quelque chose, en fait, mon cerveau il réfléchissait, est-ce que c'est pas de la fétichisation, est-ce que c'est pas du racisme en tout cas. Donc je pense qu'en fait c'est le résultat de ce traumatisme racial en tout cas. Je pense qu'il y a une essentialisation parce que les gens pensent qu'il n'y a qu'un seul type de noir et que on vient tous du même endroit. Le même endroit, je sais pas d'où, mais voilà. Et par rapport à la Réunion, oui en fait, il y a eu cette
très grosse fétichisation. Et l'élément qui revient assez souvent, t'es joyeux. Et aussi, il y a un rapport avec mon accent. En fait, on me dit souvent, ah, t'as un accent trop drôle. Bon, ça me fait pas rire, mais t'as un accent trop drôle, ça me rappelle les cocotiers, les îles. Bon, c'est super bizarre parce qu'il n'y a pas de cocotiers à côté de chez moi. J'avais demandé, est-ce que si j'avais pas été noir, en fait, tu m'aurais daté? Il m'a dit non. La plupart des hommes qui se permettent ce genre de réflexion, c'est souvent des hommes blancs, on va pas se le cacher, en tout cas pour moi. Mais c'est vrai que les hommes racisés, eux, ils ont d'autres approches qui sont tout autant problématiques pour le coup, parce que eux, ils ont plutôt tendance à faire du colorisme. Et enfin moi personnellement c'est mort, c'est pas la peine en fait. On vient me voir en me disant oui voilà, toi t'as la peau claire, je te trouve plus attrayante. Non, en fait j'ai pas envie d'avoir affaire à ce type d'homme. Voilà, ça m'intéresse pas. Justement il y a des hommes qui m'abordent en me disant voilà t'es métisse et je viens te voir parce que tu es métisse. Certains hommes aussi qui me mettent sur un piédestal, que je ne fréquente pas d'ailleurs à cause de ça, parce qu'ils considèrent que les métisses sont mieux qu'une autre catégorie de femmes. En fait ils catégorisent et ça c'est problématique aussi. Du coup, pour moi, la fétichisation dans le dating, là où elle a été le plus prononcée, on va dire, c'est avec les meufs blanches. Donc les meufs cis blanches, je précise. Du coup, moi, je suis bi, donc voilà, toutes mes expériences de dating, elles sont très différentes, diverses et variées, on va dire. Et du coup, dans les 50 nuances de fétichisation, on va dire, celles qui venaient des meufs blanches, pour moi, c'était vraiment les pires. C'est celles qui m'ont le plus fait souffrir, celles que j'ai le plus de mal à pardonner et tout. C'est là où en fait elles vont se dire antiracistes, féministes, elles vont se dire, elles vont même prononcer le mot fétichisation, hein, dire ouais la fétichisation, vous savez, nanana. Et du coup t'es là en fait, c'est grave le piège parce que tu sais pas qui est qui. Et le problème c'est que quand tu sais pas qui est ton ennemi, tu sais pas que t'es en guerre, bah, du coup tu peux pas te préparer en fait à faire la guerre parce que t'étais pas prête en fait à recevoir tout ça. Et c'est là où du coup enfin moi c'est ça, je me sens vraiment prise au piège en fait. Je me dis mais en fait c'est une dinguerie. Ça a été par des petites phrases à chaque fois, où c'est « Ah, mais t'es vraiment beau pour un chinois », parce que c'était le terme qu'on utilisait à l'époque. « Mais c'est vrai ce qu'on dit sur vous, c'est vrai que vous avez une petite bite ». Et en fin de compte, dans mon approche du dating, sur mon front, c'était marqué. C'était marqué en gros en fait. Parce que c'était ce que mon image renvoyait à travers le stéréotype en tant qu'homme asiatique, c'était marqué petite bite. Ce qui fait que quand je pouvais coucher avec des nanas, ça m'arrivait de... Franchement, ça se compte au-delà des doigts de la main. C'est, à la fin du rapport, c'est ah mais ça va en fait. Sur le moment, je pense qu'on sait jamais trop comment réagir. Enfin, moi, clairement, il y a plein de moments où je n'ai pas su quoi dire. Oui, ça affecte énormément l'estime qu'on a de soi. Parce que où te dit, en fait, la personne, elle ne te voit absolument pas pour ton authenticité et pour qui tu es profondément. Tu vois, elle fait une espèce d'amalgame, genre personne noire, raccourci des quelques personnes noires que j'ai dans la tête, et hop, je raccroche le lien quoi. Et dans tout ça, je me suis rendu compte que la plupart des personnes, notamment les hommes cis blancs, hétéros, qui disent ce genre de choses, ce sont des personnes qui se pensent être ouverts d'esprit, être intelligents, qui connaissent la culture asiatique. Ils ont l'impression de vivre une aventure, genre ce sont des aventuriers, ils vont à la quête de quelque chose. Et nous, on est juste là, enfin moi du moins j'avais cette impression que j'étais juste là pour leur ouvrir la porte de cette dimension asiatique, genre cet Orient extrême qu'il faut explorer avec ses mystères et tout le reste. Ces personnes-là, qui ne subissent pas le racisme, ne reconnaîtront donc jamais que du coup notre parole compte, et qu'ils sont en tort, et qu'il y a un comportement à changer en fait. Et je me suis sentie démunie parce que je me dis, mais en fait, comment est-ce que les choses vont changer ? Parce que déjà d'une, c'est pas à moi de l'éduquer sur ce que c'est que le racisme ordinaire, mais même quand je tente de le faire parce que je suis concernée par ses propos, en fait derrière il y a une réaction violente, donc je me dis mais comment est-ce que ça va changer ? Dans le passé, ça m'a affecté beaucoup sur notamment mon estime de moi-même et ma confiance, parce que pour moi j'étais plus qu'un objet. En fait on me faisait comprendre que j'avais une sorte de tare, mais que c'était ok parce que je m'en sortais dans cette tare. Donc finalement, j'étais plus une personne à part entière en fait, enfin entière plutôt. Par contre, c'est ultra violent, c'est super violent, et ça détériore l'image qu'on a de soi. Quand je m'étais à draguer des nanas, on me disait souvent aussi, ah je sors pas avec des asiates. Et l'image qu'on donne, enfin le rôle qu'on donne aux femmes racisées.
C'est toujours un petit peu, enfin une sorte d'exotisme qui est derrière et qui... Enfin je sais pas, dans les films par exemple, la femme métisse c'est toujours l'intrigante, rarement la plus intelligente et du coup ça reflète un petit... Enfin il y a toujours ce côté un peu, cet attrait sexuel qui fait que je pense certains hommes, ils se basent sur ça pour leur recherche justement. Quand tu quittes l'adolescence, t'as tendance à te faire un petit peu draguer dans la rue, etc. Et c'est vrai que enfin, les personnes qui venaient me voir avaient tendance à tout ramener au sexe, justement. Au côté un peu sauvage, au côté... je sais pas comment dire. J'avais l'impression d'être un animal, vraiment. Et de renvoyer une image qui n'était pas en accord avec la personne que j'étais. Du coup, à chaque fois, c'était oui, tu dois être plus chaude que certaines femmes, tu dois faire ceci ou cela, alors que pas du tout. C'est vrai que plus jeune, j'étais pas très bien dans ma peau, justement à cause de ça, parce que depuis très jeune, donc dès que j'ai commencé à ressembler un peu à une fille un peu plus grande, c'est-à-dire forcément les pédophiles, et du coup, ce genre de personnes-là venaient me voir en me disant des trucs horribles que j'avais pas à entendre en étant une petite fille, mais je sais que c'est parce que j'étais racisée que j'avais cette violence constante en fait. Ça c'est un truc vraiment qui m'a marqué. Arrivé en France hexagonale, je me suis aperçu que j'étais désiré en fait, alors qu'à La Réunion, c'était complexe par rapport à ça. Mais en fait, au départ, je comprenais pas trop en fait comment était construite cette désirabilité en quelque sorte, et je me suis aperçu que c'est pas un désir qui se base, qui est fondé sur le fait d'être un humain, etc. Voilà, non, c'est encore plus de la fétichisation, mais c'est sous une autre forme. Donc ça n'a pas du tout été facile là-dessus, parce que avant d'arriver en France hexagonale, j'avais pas mal lu sur le racisme aussi. Et en fait, parce que je me suis dit qu'il fallait que je me prépare mentalement en fait, par rapport au racisme. Et quand je suis arrivé en France, je me suis aperçu que ce n'était absolument pas le même racisme. C'était des textes de Césaire par exemple, ou autres, qui étaient dépassés. Et puis je me suis aperçu que ce racisme en question était davantage subtil, et que en fait, ça passait en fait, par mon physique, par cette dite positive en tout cas phrase. J'ai eu plein de phrases en tout cas, plein de gens m'ont déjà dit ah, pour un noir en fait tu dois avoir une grosse bite, ouais, pour un noir t'as cette fougue que j'adore. Et c'est ça qui fait peur en fait. Quand je rencontre des gens, c'est quelle est la première image que les gens ont dans leur tête. Est-ce qu'ils me voient en fait comme étant cette personne avec qui en fait ils vont pouvoir discuter de plein de choses, ou bien cet objet sexuel qui en fait qui vont pouvoir jouer avec en fait par la suite. Pour me dire ok, là je vais mettre des frontières dans ma vie, donc là si c'est pas ok et que en fait la personne n'a pas cette base là en tout cas de déconstruction en termes de racisme, de fétichisation et tout, en tout cas elle ne peut pas être dans ma vie déjà par rapport à ça. C'est vrai que maintenant quand quelqu'un brandit la carte antiracisme, féministe, allié, enfin tout ça, j'ai quand même un doute. Enfin, pour moi c'est pas des choses qu'on annonce en fait, c'est des choses qu'on fait, ça se voit dans nos gestes, dans notre comportement. Je suis tombée sur des comptes militants, de la vulgarisation, notamment sur Twitter. Et ça m'a permis, on va dire, de me dire, tiens, c'est marrant, c'est pas le malaise là, c'est pas juste moi, c'est un phénomène qui est relativement répandu et c'est pas personnel en fait, c'est quelque chose qui est vraiment généralisable. Et c'est à partir de là que j'ai commencé un peu à m'intéresser. Et honnêtement, je pense que c'est vraiment l'une des choses qui a fait que j'ai réussi à me rendre compte que mon ex, du coup, c'était un loser qui me fétichisait et qui m'a permis de sortir de cette relation. En parler déjà entre femmes et entre femmes racisées et entre femmes noires, c'est hyper important de se sentir entendue, de se sentir écoutée, de se sentir comprise. Parce que beaucoup de personnes peuvent écouter, mais la compréhension, c'est autre chose. Il y a un livre, heureusement, qui existe là-dessus, qui en parle grave, c'est Erika Nomeni, L'amour de nous-mêmes. Elle en parle grave de ça, de son vécu en fait, de personnes noires, grosses, lesbiennes, du 9-3, précaires, etc. Et de comment elle, du coup, elle a navigué les milieux, les milieux queer blancs, dans différentes villes de France et tout. C'est aussi entre nous, enfin nous on sait s'aimer, mais entre nous quoi, même si c'est difficile.